Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Avec tout d'abord à la une les conséquences du conflit en Ukraine. Dans les Vosges, un supermarché russe devait ouvrir en ce mois d'avril. Mais pour l'heure, les rideaux restent baissés. Un reportage de Vosges Télévisions dès le début de ce journal. Attirer les plus jeunes et les convaincre de s'engager dans le milieu médical, le SAMU de Toulouse tente de séduire des lycéens. Via Occitanie a embarqué à bord d'un hélicoptère lors d'une opération de séduction, vous verrez. 187 mètres de long et 5 mâts, le plus grand voilier du monde était de passage sur les côtes girondines. Un événement exceptionnel et une première que n'a pas manqué la rédaction de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. L'aventure Koh-Lanta comme si vous y étiez, mais dans les Yvelines. Un parc de loisirs vient d'inaugurer sa nouvelle attraction dédiée à la célèbre émission. Les visiteurs doivent désormais choisir leur camp, rouge ou jaune. La rédaction de TV78, elle, a choisi, vous verrez. C'est l'une des conséquences de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Certaines entreprises russes peinent désormais à s'installer en France. C'est le cas par exemple dans les Vosges où un magasin d'alimentation devait ouvrir il y a quelques jours. Pour l'heure, l'ouverture est repoussée pour des raisons notamment d'ordre public, vous allez le voir. Explication d'Aurélie Colombel et de Nicolas Brédard pour Vosges Télévisions. Initialement, le magasin Méré devait ouvrir à Sainte-Marguerite le 2 avril. Mais la commune est devenue frileuse à l'idée de l'installation d'une telle enseigne. Une motion de report de l'ouverture a été adoptée en conseil municipal le 8 mars dernier, arguant un risque de trouble à l'ordre public lors de l'inauguration. Il y a une création d'emplois, il y a aussi, et ça je le conçois très bien, que certains ménages ont des difficultés de fin de mois et que aller dans un magasin à bas prix pouvait être très intéressant pour eux. Mais il faut faire la part des choses aussi. Est-ce que on peut accepter d'un côté, nous communes, d'accueillir des familles ukrainiennes, puisque à ce jour il y a 2 familles ukrainiennes qui sont sur Sainte-Marguerite, et d'un autre côté avoir un magasin russe qui s'installe. Depuis juin dernier, donc bien avant le début de la guerre, l'enseigne russe loue cette cellule commerciale. L'ouverture de septembre 2021 est repoussée faute de mise en conformité et d'aléas administratifs. Finalement, des travaux débutent et les premières palettes seraient à l'intérieur, mais un autre frein vient d'être activé. Les terrains sur lesquels Méré doit s'installer, nous étions propriétaires de ces terrains et nous avons fait une cession de ces terrains en 2006. Et dans les clauses de cette vente, c'était bien stipulé qu'aucune surface alimentaire pendant 20 ans ne pouvait s'installer à cet endroit-là. En dépit de nos sollicitations, l'enseigne n'a pas souhaité s'exprimer. Il semblerait malgré tout qu'elle subisse au niveau national des difficultés d'approvisionnement et des contraintes financières, liées ou non aux sanctions instaurées depuis le début de la guerre. Les 2 autres mairies qui devaient ouvrir sur le territoire national sont également au point mort. La situation en Ukraine qui impacte aussi, vous le savez, le prix de l'essence. Le cours du pétrole s'est envolé depuis le début de la guerre et un secteur d'activité est particulièrement touché, celui de la logistique et des transporteurs routiers. Pour y faire face, des entreprises cherchent des solutions pour atténuer leurs factures de carburant. Exemple à Roanne avec Christophe Rigaud, regardez. Un plein de gasoil qui coûte de plus en plus cher. Chez ce transporteur routier, la facture s'est envolée. Et chaque mois, le prix du carburant est scruté à la loupe. Si à titre de comparaison, je prends il y a 5 ans, en 2017, on avait une moyenne à 0,9872. Si je prends la moyenne sur les 3 premiers mois, en tout cas de 2022, on est à 1,50 €, 1,50-55 le prix du gasoil hors taxe le litre. Sur un plein en euros, c'est l'équivalent d'une centaine d'euros largement. Si les transporteurs routiers peuvent légalement répercuter cette hausse sur leurs factures, cette situation met tout un secteur économique sous pression. Et c'est difficile aujourd'hui commercialement. Nos clients viennent des fois pas vers nous pour nous demander également d'essayer de limiter cette hausse gasoil. Malheureusement, on essaie de faire ce que l'on peut, mais si c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas de l'argent sur un billet de facture gasoil. Alors pour limiter sa facture de carburant, cette entreprise a décidé d'être plus vigilante sur la consommation des véhicules, notamment en optimisant certains trajets, mais aussi en pratiquant l'éco-conduite.
C'est une conduite qui est plus écologique et plus économique. C'est pouvoir doser son accélération, c'est un suivi du matériel, du moteur, avoir le moteur bien réglé. Et c'est également du coup savoir se servir de son véhicule de la façon la plus optimale possible, donc se servir du régulateur ou l'assistance au freinage. La pression des pneumatiques est particulièrement surveillée. Ce véhicule peut économiser jusqu'à 13% de carburant avec une bonne pression de ses pneus. Frédéric Dabi, le directeur général du pôle opinion de l'IFOP, était l'invité jeudi matin de l'émission Face au territoire sur TV5 Monde. Il est notamment revenu sur le rôle joué par les instituts de sondage durant ces élections. Regardez ce qu'il a dit. 6 mois avant les élections présidentielles, 60% des Français rejetaient Emmanuel Macron. Le deuxième tour a eu lieu il y a quelques jours. Dimanche dernier, 60% des Français ont voté pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça montre, cher Cyril, une fois de plus, que la popularité n'est pas le vote. Vous avez raison, Emmanuel Macron a été un président impopulaire, c'est-à-dire il a une majorité de personnes. Mais est-ce que c'est compréhensible, par exemple, par les partenaires de la France ? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne nous regarde pas un peu curieusement ? Mais vous savez, la popularité, dans une période de crise, c'est extrêmement compliqué. Mais je retourne votre remarque qui est complètement juste. 6 mois avant son élection, dans tous les indicateurs IFOP, nous avons 3 indicateurs de popularité. Un avec Paris Match et le plus ancien de la Ve République avec le journal du dimanche. Il était à 42-43% de personnes satisfaites. C'était nettement plus que tous ses prédécesseurs, sauf les présidents qui étaient en cohabitation. Il a un socle de popularité minoritaire, mais un bloc important. Voilà, pour voir ou revoir l'émission Face au territoire diffusée sur TV5 Monde, rendez-vous sur les sites internet des partenaires de l'émission, Ouest France, Nice Matin et 20 minutes. Dans le reste de l'actualité, la fin d'une lutte qui aura duré 154 jours, celle des ex-salariés de la fonderie SAM dans l'Aveyron. Ils occupaient le site de leur usine depuis 5 mois pour en assurer la protection. L'émotion et les larmes coulaient sur les visages au moment de quitter pour la dernière fois l'usine, comme vous le voyez sur ces images de nos confrères de la Dépêche du Midi sur place. De la tristesse donc, mais aussi de la fierté et de l'espoir pour leur avenir. Propos recueillis par Clément Gassi sur place. On a le cœur serré et voilà quoi, c'est fini. C'est terminé, mais on reviendra. Comme je disais à mon collègue Joss, j'espère. Début 23, on reviendra et puis on reprendra notre place. On a un projet industriel, on s'est battu pour. Et on ne sait pas si nombreux d'entre nous seront repris, mais bon, j'espère qu'un grand nombre d'entre nous seront repris dans cette usine. J'espère revenir. Voilà du courage pour ces salariés donc et une solidarité non sans lien avec l'histoire d'un jeune Malien dans la Sarthe, Douga. Il a 20 ans. S'est intégré, il travaille et a même un CDI. Pourtant, en situation irrégulière depuis sa majorité, il risque l'expulsion. L'agricultrice avec laquelle il travaille depuis 3 ans se bat pour qu'il dispose de papiers. Un reportage d'Anthony Piton pour LMTV Sarthe sur place. J'ai 20 ans. Je suis né le 5 octobre 2001. Il s'appelle Douga et travaille dans cette ferme depuis 3 ans, à Coulan-sur-Gers. D'abord stagiaire, puis apprenti, ce Malien est aujourd'hui en CDI. Pourtant, depuis sa majorité, il est en situation irrégulière. La préfecture refuse de reconnaître la validité de son état civil. Je n'ai plus le droit de travail. Ils ont appelé ma patronne de dire ça. Il faut qu'elle arrête de bosser avec moi, quoi. D'arrêter tout, quoi. Sa patronne Héloïse a choisi de le soutenir et de le garder comme apprenti, puis de l'embaucher. Chaque mois, elle paye son salaire et ses cotisations. Pourtant, lui n'a aucun droit. Je l'ai formé pendant quasi 2 ans d'apprentissage, donc j'ai envie de continuer avec lui. Il travaille extrêmement bien, il est toujours à l'heure, il est extrêmement respectueux. C'est quelqu'un avec qui je passe des très bonnes journées, on est très complémentaires. Il est sérieux, là où il habite c'est pareil, les gens l'adorent. C'est quelqu'un de bien, quoi. Il n'y a pas trop à tourner autour du pot. Et puis je me voyais pas le laisser tout seul dehors, en sachant qu'en plus, Douga n'a pas eu d'obligation de quitter le territoire. Depuis, ils se battent pour tenter de régulariser sa situation. Un courrier a été envoyé à la préfecture, sans réponse. Ça m'empêche de faire pas mal des activités que j'ai envie de faire. Comme les autres copains,
qui ont des papiers, hein, mes amis français, ce qu'ils font, même âge que moi, quoi. Dans le futur, Douga aimerait passer son permis et s'inscrire dans une salle de sport. Des activités impossibles sans titre de séjour. Comment faire face à la pénurie de main-d'œuvre dans le monde de la médecine? Pour répondre à cette question, le SAMU de Toulouse s'adresse directement aux étudiants et tente de les séduire, vous allez le voir. Une journée dans la peau d'un professionnel permet à des lycéens de se projeter et d'envisager, pourquoi pas, d'embrasser une carrière médicale. Stéphanie Fourgeois pour la rédaction de Via Occitanie. Opération séduction réussie pour le SAMU de Toulouse. Des élèves de première et de terminale du lycée de Saint-Céré dans le Lot ont assisté à une visite guidée des différents services. Les 19 élèves inscrits en option santé peuvent ainsi se préparer à l'entrée en école de médecine. Le SAMU, c'est un service du centre hospitalier universitaire. Donc on est habitué à former des jeunes, on a tout le temps des jeunes. Et notre vocation en tant qu'enseignant en médecine d'urgence, c'est aussi d'accueillir ces jeunes. Donc il y a une vraie reboucle qui se fait là avec le CHU, qui est un centre d'accueil et de formation d'excellence. Et puis ce souhait de la région de former les jeunes. Le but de cette opération est aussi de séduire ces élèves à s'implanter en milieu rural. Une idée qui tente ces jeunes ravis de leur journée immersive. Ils ont pu essayer des tenues et même monter dans l'hélicoptère. Vous avez le droit. Très grand, le brancard. Et parce qu'il y a des patients très grands. J'aime bien faire des stages à la base, donc ça me permet de découvrir et de voir ce qui se passe réellement. J'ai toute ma famille ici et la ville, je trouve que c'est un milieu un peu spécial où il y a beaucoup de monde et tout. Et je préfère la campagne, c'est plus posé et puis il y a moins de médecins aussi. Moi, je sais que j'aimerais bien faire pédiatre et je sais qu'il en manque, donc ça me fait pas trop peur pour le moment. 80% de la région Occitanie est en zone de tension médicale. Si le Lot n'est pas encore considéré comme désert médical, le département manque cruellement de médecins. Il faudrait 5 à 6 praticiens par an pour renouveler les départs à la retraite, et ce, dans les 5 prochaines années. Du manque de médecins au manque de commerce dans les zones rurales dans ce JT. Dans le Val d'Oise, vous allez le voir, un food truck se déplace de village en village pour venir au contact des habitants. Créé l'an dernier, il propose des frites et des burgers faits à partir de produits 100% locaux. Et pour compléter l'offre de restauration, le propriétaire a lancé récemment un camion épicerie. Objectif, répondre au manque de distribution alimentaire dans les communes rurales. Un reportage de Rayane Bailly pour Via 95. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Ce mardi soir, les Vexin Trucks s'arrêtent à Aranville, village de moins de 700 habitants. Ces camions-restaurants s'installent chaque soir dans une petite commune du Vexin pour proposer des frites et des burgers faits à partir de produits 100% locaux. Aux commandes, Sian Demire. L'ancien réparateur de voitures a bricolé lui-même ses camions pour en faire des food trucks en 2021. Un an après, son réseau, constitué d'une vingtaine de producteurs, commence à porter ses fruits. Ce qui est compliqué, c'est l'approvisionnement, c'est sûr. Parce que bon, forcément, les fournisseurs ne sont pas toujours au même endroit. On est limite 78, limite l'Oise, etc. Ça nous permet de visiter pas mal de villages, mais c'est très compliqué de s'approvisionner. Mais maintenant, il y a un petit rendement, voilà. Depuis décembre, un camion épicerie a rejoint le camion restauration déjà existant. Il l'accompagne plusieurs jours par semaine pour répondre au manque de distribution alimentaire en territoire rural. Charcuterie, fromage, miel ou moutarde, l'épicerie, tenue par un ami d'enfance du patron, propose une large palette de produits locaux. On a des pâtes qui viennent d'Envoile dans le 60, on a des fromages, des yaourts qui viennent de Rosier dans le 78, c'est limitrophe. Hein. On veut le Vexin, on veut la campagne, on veut les petits producteurs en fait. On veut pas les grandes surfaces, ça nous intéresse pas. Les habitants d'Aronville sont pour la plupart ravis de cette initiative. Ici, on n'a pas grand-chose dans le village qui puisse faire des choses comme ça, à part le restaurant aussi qu'on a dans le village qui est bien, donc ça fait un petit plus le jour où ils sont pas là. Moi qui suis vraiment viandard, j'aime bien tout ce qui est viande, tout ce qui est saucisse, le pâté, les fromages aussi, le fromage de chèvre, le fromage de vache, et ça donne envie, ça donne envie. Les Vexin Trucks devraient continuer prochainement à se développer, avec l'installation d'un 3e camion aussi dédié à la restauration. Voilà, nous partons pour Monaco où les 29 policiers du groupe de protection, de surveillance et d'intervention disposent de tout nouveaux locaux. Plus fonctionnels, ceux-ci leur permettront notamment de mieux assurer leur mission dans la principauté. L'inauguration s'est faite en présence, vous le voyez, du prince souverain. Images et réactions recueillies par Fabien Bonilla pour Monaco Info.
Ce groupe d'intervention de Monaco, donc l'équivalent, on va dire que c'est le RAID, mais bien évidemment par rapport à Monaco, nous avons aussi d'autres missions qui sont des missions de voie publique généralistes, on va dire, qui consistent à sécuriser par nos compétences, peut-être de manière un peu plus poussée, la voie publique. C'est tout bête, mais 29 personnes, il faut des vestiaires, on a beaucoup de matériel, on a aussi beaucoup de matériel, d'équipement, d'armement, donc ça permet de se sentir à l'aise, confortable et surtout de pouvoir avoir aussi conforter le sentiment de cohésion. Voilà, tout à fait autre chose dans l'actualité. Nous découvrons à présent une activité peu connue, celle d'affûteur-rémouleur, un métier exercé par Renaud Sorel dans le nord de la France. Dans son atelier mobile, une camionnette aménagée, cet ancien cadre commercial aiguise, restaure et entretient les lames que lui confient particuliers et restaurateurs. Un savoir-faire aussi technique que minutieux, aussi exigeant, vous allez le voir, que fascinant. Jérémy Houbron pour WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. Équipé de sa mallette, il a tout d'un réparateur. Mais c'est une intervention bien particulière qui amène aujourd'hui Renaud Sorel à pousser la porte de ce restaurant de Camon. Ça va et vous? La forme? Depuis la dernière fois, ça va? Depuis la dernière fois, tout va bien. Les couteaux du chef sont émoussés, un peu d'affûtage s'impose. Oui, pas d'accroc, pas de pointe, rien. Ça marche. Renaud est affûteur-rémouleur. Il y a un an, cet ancien cadre commercial plaque sa vie professionnelle pour se lancer dans ce métier artisanal. Dans son atelier mobile, il s'affaire à rendre à nos ustensiles leur tranchant et c'est assez technique. Donc j'affûte d'abord là-dessus. Donc je vais recréer le tranchant de chaque côté et créer ce qu'on appelle un mort-fil. Le mort-fil, c'est la petite limaille qui reste au bout du fil qu'on vient de créer. Ensuite, la deuxième étape, donc c'est là-dessus, c'est sur ma meule, et je vais enlever le mort-fil. Donc c'est ce qu'on appelle l'émorfilage. Outils de jardin, couteau de cuisine, lame de tondeuse, Renaud Sorel peut presque tout restaurer. Il faut juste s'adapter. Chaque jour, c'est différent. J'ai fait des couteaux de presse agricole et j'ai fait aussi une grosse lame de trancheuse à pain pour un boulanger. Donc pareil, je cherche un petit peu comment j'allais la prendre parce que c'est encombrant, c'est une grande lame comme ça. En 30 minutes, le set de couteaux est quasiment prêt à l'emploi. Place au test ultime. Je passe juste un coup de chaque côté pour mettre le fil droit. Et après, on teste. Voilà. Alors attention aux doigts. Dans la Somme, une dizaine de restaurateurs font appel aux compétences de Renaud. Racheter des outils de travail est coûteux et les affûteurs rémouleurs ne courent pas les rues. Quand on a vu qu'il était présent sur le marché, on a sauté dessus, quoi. Je veux dire, un bon artisan travaille avec des bons outils, un bon cuisinier travaille avec des bons couteaux. Donc pour que ce soit bien aiguisé, le mieux c'est de faire appel à quelqu'un qui s'y connaît vraiment et à qui c'est son métier, quoi. La France ne compte que quelques 250 affûteurs rémouleurs. C'est un savoir-faire en voie de disparition. Pourtant, Renaud Sorel en est certain, il a fait le bon choix. Il en mettrait même sa main à couper. Voilà, c'est un instrument presque monument historique, un piano Steinway fabriqué à New York en 1859, qui est actuellement utilisé par les élèves et les professeurs du Conservatoire de Limoges. Il permet aux pianistes d'entendre, comme à l'époque, la reproduction exacte du son imaginé au moment de l'écriture d'une œuvre. L'instrument est évidemment l'objet de toutes les attentions des pianistes locaux. Un reportage de Benjamin Delmas pour 7 à Limoges. Des touches d'ivoire patinées, une table d'harmonie sans fin, plus que centenaire, ce Steinway américain fait puissamment sonner ce prélude et fugue de Jean-Sébastien Bach. Au clavier, Émilie, ancienne élève et musicienne du conservatoire, ne boude pas son plaisir de jouer sur un tel instrument. Je trouve que c'est très agréable de jouer dessus. Le son est très différent et le toucher aussi. C'est particulier parce que en fonction de la tessiture, on a des textures de son extrêmement différentes et c'est très enrichissant aussi pour comprendre comment écrivaient les compositeurs en fonction des époques et en fonction des fabricants de pianos. En fait, moi j'ai comptabilisé, il nous faudrait au minimum 5 pianos historiques qui nous permettent de couvrir les périodes de l'histoire de la musique. Sorti de l'usine new-yorkaise Steinway en 1859, ce piano a été joué par des générations de musiciens. Accordé par un passionné, il retrouve ses sonorités d'antan. L'accord d'un piano, c'est pas une opération qui consiste à mettre une aiguille au milieu d'un écran, c'est mettre un corps sonore.
en harmonie avec l'univers, à un moment donné, dans un lieu donné, pour une personne donnée. L'accord, c'est rechercher en permanence, au niveau des émotions, au niveau du ressenti, la justesse. Une chose est sûre, les pianos historiques comme ce Steinway ne demandent qu'à être joués, et ce pour longtemps encore. Une page sport à présent dans ce journal. Connaissez-vous le foot fauteuil? Il s'agit de la version handisport du football. Sur le terrain, 8 joueurs sont présents, équipés de fauteuils ultra rapides et maniables. Un sport avec ses entraînements intensifs, ses sélections et sa Coupe du Monde. Elle se prépare d'ailleurs en ce moment même avec les sélections pour l'équipe de France. Et en Bretagne, 2 joueurs font partie de la liste. Xavier Patrinjon pour la chaîne TBO. La chaîne du groupe Le Télégramme a suivi l'un de leurs entraînements. Regardez. Tristan Lebelair et Vincent Lequelennec font partie des Merlus de Kerpap et ils sont sélectionnés pour intégrer l'équipe de France de foot fauteuil. En ligne de mire, la Coupe du Monde et d'ici là, il faut franchir chaque étape de la sélection. Du travail, beaucoup de travail, grâce au coach, grâce aux coéquipiers qu'on a avec nous, on s'améliore et à un moment donné, il y a quelque chose qui paye et les portes de l'équipe de France arrivent tout doucement. Sur le terrain, 8 joueurs, un ballon et 2 buts. Donc c'est comme du foot valide, sauf qu'on est juste en fauteuil, on a un pare-choc et un ballon avec des règles spécifiques à la discipline et puis après, il faut regarder pour savoir. Les spectateurs, justement, c'est une vraie question du handisport. Comment le rendre visible, car il y a tellement à gagner. Alors les sélections pour l'équipe de France font partie des occasions. Ça apporte de la visibilité sur le moment, mais c'est pas énorme par rapport au sport valide. C'est quand même quelque chose qui reste dans les sables, c'est un peu obscur quand même. À Kerpap, c'est d'ailleurs presque habituel de faire partie de cette shortlist. Alors, la pression ou pas? On essaiera de tout faire pour rester dans cette liste jusqu'à la Coupe du Monde qui est prévue en 2023. En attendant, Tristan et Vincent participeront au prochain stage de sélection organisé mi-avril au centre de Kerpap à Pleumeur. Il est si haut qu'il lui est impossible de passer sous le pont d'Aquitaine. Le voilier à 5 mâts Club Med de 2 était en escale en Gironde la semaine dernière, le temps d'une nuit, pour découvrir le paysage de la région Nouvelle-Aquitaine. Une première pour les passagers en excursion, mais également pour le plus grand voilier au monde. Yvan Branchy pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, a pu monter à bord. Regardez. Un dernier signal et le Club Med de largue les amarres. Après une escale de 24 heures au port de Gradkina de Parampuire, cap sur le Verdon à présent, en remontant l'estuaire de la Gironde. Parfait. C'est des grands coefficients, donc on a beaucoup de courant. Et donc il faut être vigilant, le bateau dérape rapidement, il est sur son tapis roulant. Le début d'un long périple vers le Portugal, suivi de près par les habitants qui profitent du spectacle. Le plus grand voilier du monde de passage à Bordeaux, ce n'est pas tous les jours et c'est même la première fois de l'histoire. Bordeaux a une telle aura que c'était vraiment dommage de ne pas essayer de creuser ce point et de se dire bien pourquoi ne pas venir à Bordeaux. 2700 mètres carrés de pont en teck, 187 mètres de long, 5 mâts, 7 voiles, un yacht d'une capacité de 350 passagers qui navigue depuis 30 ans entre les Caraïbes et la Méditerranée. Mais cette année, le voilier découvre la région et découvre également de nouveaux passagers. On a même, et ça c'est une petite particularité, embarqué des Bordelais qui sont venus nous rejoindre à Lisbonne simplement pour avoir le plaisir de pouvoir avoir un nouveau regard sur leur très belle région, mais par la mer ou par le fleuve. Une fois la croisière terminée, le Club Med de repartira sur Nice, son port d'attache, pour préparer la prochaine saison maritime. Et pourquoi pas jeter l'ancre de nouveau sur la région. Vous êtes des millions à la regarder chaque semaine. L'émission Koh-Lanta fascine autant qu'elle amuse. Depuis quelques jours d'ailleurs, dans les Yvelines, il est désormais possible de s'essayer à quelques-unes des épreuves les plus mythiques de l'émission dans le parc France Miniature. Une aventure et un sujet de la rédaction de TV78, la chaîne des Yvelines. Plus nécessaire d'envoyer sa candidature pour se défier sous les couleurs des tribus jaunes ou rouges. Un espace de jeu Koh-Lanta inauguré dans le parc France Miniature par l'une des figures emblématiques de la célèbre émission, Clémence Castel.
Dans cet univers, on retrouve l'univers Koh-Lanta évidemment et toutes les épreuves qui vont avec. Il y a une épreuve de chasse au trésor, c'est un milieu très, très aquatique, donc forcément dans Koh-Lanta on retrouve de l'eau, que ce soit sur les plages ou même par la pluie, malheureusement parfois. Petits et grands pourront traverser les bambous dans le but d'en sortir le moins trempé possible jusqu'à l'affrontement final sur la mythique épreuve des poteaux. Pour tous les fans de l'émission, ben voilà, ils vont retrouver tout ce qui entoure et tout ce qui fait rêver dans Koh-Lanta, c'est-à-dire l'aventure, le dépassement de soi. Et je suis sûre que les familles vont passer un très très bon moment dans cet univers. Un espace pensé avec ALP, la société de production de Koh-Lanta. Il a fallu à peu près 1 an en termes de conception entre la réflexion et l'inauguration. Ils avaient déjà travaillé ensemble sur le précédent lieu thématique du parc, l'antre du Père Fouras du Fort Boyard, inauguré en 2017. Notre constance, c'est de garder des marqueurs qui sont pour les familles, que ce soit à partager entre enfants transgénérationnels. Ça, c'est notre marqueur, et qui est soit un côté ludique et pédagogique, mais en tout cas, on veut qu'il y ait des sensations, des émotions, du partage. Il faudra donc compter sur ce détour des paysans pour visiter le parc aux 117 monuments à petite échelle, car sa présence est irrévocable. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.